Comme ça, nous avoir accès au replay. C'est parti. Bonjour à tous, merci d'être connectés avec nous. Merci à Edna de nous faire le privilège d'être avec nous ce soir. Edna Guccia de la famille positive. Aujourd'hui, on est sur une masterclass, donc Parents pour demain. Et l'objectif, c'est de vous accompagner à recréer du lien avec vos adolescents. Vaste programme. Edna, je vais te laisser dire quelques mots sur toi et ensuite je parlerai un petit peu de Parents pour demain avant qu'on entre dans le vif du sujet. Alors, eh bien, moi, je m'appelle Edna Guccia, je suis consultante, conférencière, formatrice en discipline positive, donc en parentalité. Bon, ça fait partie de mes nombreuses casquettes, mais la parentalité, c'est vraiment quelque chose qui m'anime parce que je sais, de par ma propre expérience, que c'est plein de défis en réalité, voilà, la naissance d'un enfant jusqu'au fait de l'emmener vers l'âge adulte et même encore après, quand ils quittent la maison, on reste toujours leurs parents. Donc, je me suis passionnée par le sujet et en fait, en 2014, j'ai décidé de me former pour pouvoir accompagner d'autres parents puisque j'avais découvert, moi, la discipline positive après avoir fait de nombreux tests, avoir lu des tas de bouquins, dont certains qui m'avaient complètement découragée. J'ai découvert la discipline positive et je me suis dit, waouh, c'est vraiment ultra puissant comme démarche. Et j'ai eu envie, en fait, de transmettre la discipline positive à d'autres parents. Et c'est comme ça que je suis devenue d'abord facilitatrice pour animer des ateliers de parents. Donc ça, c'était en 2014. Et puis ensuite, j'ai décidé de me former pour pouvoir former des facilitateurs. Donc, dans cette aventure, j'ai la chance de collaborer avec Béatrice Sabaté, qui est la psychologue clinicienne en fait, qui a importé la discipline positive en France. Cette approche-là, en fait, elle vient des États-Unis, même si elle trouve ses sources en Europe, puisque ça s'appuie sur la psychologie d'Adler. Je pourrais vous en parler plus longuement s'il y a des questions là-dessus. Mais sur l'idée de la discipline positive, c'est de se dire qu'on va s'appuyer sur l'encouragement pour avoir des leviers de relations saines et apaisées avec nos enfants. Donc, on est dans l'encouragement. Le mot discipline, il a été utilisé dans enfin, dans le sens de enseignement. Souvent, en français, en plus, la discipline positive, on peut le prendre au sens de soumettre à une autorité. En réalité, la discipline positive, quand ce mot a été choisi, c'était le sens d'enseignement, comme on parle d'une discipline sportive ou d'une discipline scientifique. Donc, positif parce qu'on va s'appuyer sur ce qui va bien et on va aller dans l'encouragement. Et ce qui est fabuleux dans cette approche, c'est que on va être un parent qui va être ni permissif ni punitif, puisqu'on va allier et apprendre à conjuguer la fermeté et la bienveillance, donc proposer un cadre bienveillant à nos enfants et mettre en place une coopération au sein de la famille. Donc, c'est vraiment tout un programme et qui est une approche très puissante parce qu'elle est très pragmatique. En fait, on a des outils plein de bon sens et très concrets qui nous amènent à vraiment savoir quoi dire, quoi faire quand on se trouve face à un défi de l'éducation. Voilà, et Dieu sait qu'ils sont nombreux quand l'adolescence arrive. Voilà. Ils sont très nombreux, oui. Merci Edna pour cette introduction. Quelques mots sur Parents pour demain, puisqu'on est à l'initiative de cette masterclass. Qui sommes-nous? Donc nous, on est un projet en lancement. On est trois derrière ce projet, Smadi, Adrien et moi-même, Lucille, avec tous des compétences un peu différentes. Je vous laisserai aller voir ça sur le Instagram de l'équipe. Mais en quelques mots, Parents pour demain a pour objectif d'accompagner les parents d'adolescents autour de trois axes. Le premier, c'est des ateliers, vraiment de contenu avec des experts qu'on a choisis, donc comme Céline pour le TDAH, comme Edna pour la discipline positive, mais aussi de créer une communauté pour partager ensemble, un peu comme là on fait ce soir, mais aussi autour de cercles et d'ateliers des moments de parole. Et le dernier point, ça va vraiment être trouver le bon professionnel pour le problème qu'on rencontre avec son adolescent. Pourquoi cette idée, pourquoi cet engagement? On a tous eu des parcours de vie d'adolescents un peu compliqués et on s'est aussi surtout rendu compte que les parents d'ados sont un peu laissés seuls face à leurs problèmes. On a
beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place pour la petite enfance. Et au final, les parents d'ados sont un peu seuls avec leur crise d'adolescent en disant, bon, bah, c'est une crise et ça va passer, alors qu'en fait, non, on peut faire un peu les choses autrement. Donc, on a décidé de s'engager dans cette cause pour faire bouger les choses pour les parents d'ados et surtout pour les adolescents. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Rapidement, on a donc fait une première masterclass sur le TDAH pendant l'été. L'atelier est sorti, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire. On vous enverra tous les accès pour avoir ce contenu. On fait donc cette deuxième masterclass avec Edna et suite à ça, vous recevrez le replay évidemment, mais aussi l'atelier. On en dira plus après, mais en gros, c'est 14 vidéos rangées dans 4 chapitres qui permet de rendre tout ça digeste et en plus d'intégrer ça dans votre quotidien en prenant de bonnes habitudes avec vos enfants. Et un petit mot sur la participation libre. Comme je vous disais, Parents pour demain, c'est vraiment en lancement. On est accompagné par des incubateurs. On donne tout dans ce projet et on a décidé pour commencer à créer cette communauté de se baser sur la participation libre et consciente. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez accès à ces masterclass, vous avez accès à des ateliers de manière libre. Donc, ça a un petit côté gratuit au début. Mais à la fin, on vous explique combien nous, ça nous coûte de faire ces ateliers, combien nous, ça nous coûte voilà, sur le temps, le tournage, tout ce qu'on doit payer, évidemment, pour créer tout ce contenu. Et voilà, vous participez de manière libre et consciente pour soutenir ce projet, pour payer ce contenu que vous avez sûrement apprécié à la fin. Et on espère en tout cas que tout ça vous servira pour rendre les relations plus harmonieuses. On parlera de l'actualité d'Edna et de tout le reste ensuite, mais là, je vais arrêter de partager l'écran et je vais laisser la main à Edna qui va nous parler du lien parent-adolescent qui est parfois un peu mis à mal dans cette période d'adolescence, cette crise d'adolescence, et qui va vous donner 2 outils concrets que vous pourrez mettre en place avec votre ado à la maison. Donc, Edna, je vais te laisser la main. Hop. Tu es maintenant en grand. Si vous avez des Merci. questions, je vous laisse les partager dans le chat sur la droite. Comme ça, on ne coupe pas Edna, vous ne prenez pas la parole de manière intempestive. Et nous, on se chargera de faire le relais auprès d'Edna, de lui faire un signe pour qu'on puisse répondre à vos questions en live. Merci beaucoup. Ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, c'était le premier questionnement en fait que l'on peut avoir, parce que souvent on a la tête dans le guidon avec nos enfants, avec nos ados, et d'autant plus quand les relations deviennent difficiles, on peut glisser vers quelque chose qui à la fois n'est pas satisfaisant ni pour nous ni pour notre ado, mais en plus qui va venir finalement enrayer la mécanique et nous mettre dans une situation un cercle vicieux qui va faire que finalement les relations vont aller de moins en moins bien. Et ce que j'aimerais partager avec vous, un des premiers outils et une des premières choses qu'on fait quand on mène des ateliers de parents, c'est de remettre en perspective finalement quel est notre rôle en tant que parents. Et peut-être on va pouvoir aussi laisser les gens, je vais vous poser quelques questions et vous allez pouvoir réagir dans le chat. Ça sera sympa aussi que ce soit interactif et que je ne sois pas juste en train de parler et de vous délivrer tout ça, mais de vous amener déjà à commencer cette réflexion. C'est de vous dire, mais finalement, c'est quoi notre rôle de parent? Et pour réfléchir à notre rôle, on pourrait partager déjà entre nous quelles sont les difficultés qu'on rencontre avec nos enfants, quelles sont les petites et grandes difficultés que on peut poser, qu'on peut rencontrer avec nos enfants et notamment à l'adolescence. Et quand on pose, donc vraiment, je vous invite à marquer dans le chat, voilà, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous et qu'est-ce qu'on rencontre comme défi de l'éducation. Alors, attention, il y en a qui n'ont pas coupé leur micro. Je ne sais pas qui est iPad 2, mais du coup, je suis... euh, Alors, allez-y, mettez dans la discussion ce que vous rencontrez. Voilà, donc, mon fils n'écoute pas et n'obéit pas.
quand je pose cette question, il y a vraiment tout un tas de difficultés qui remontent de la part de chaque parent et qui finalement nous amènent déjà à nous dire, bah, ouais, c'est difficile de s'impliquer dans les tâches de la famille, c'est difficile d'être assidu, d'être autonome, hein, les devoirs, d'être responsable. Ils peuvent aussi donc dire des mensonges, être irrespectueux. Et je pense que souvent, quand on fait cette liste-là, ouais, le manque d'autonomie, qu'ils jouent avec les écrans. Alors, c'est un vrai défi, les écrans, c'est un défi que nos propres parents n'ont pas rencontré, en tout cas pas au point de ce qu'on vit aujourd'hui dans la société, le manque de respect envers nous. Et vous voyez que quand on lit les témoignages des uns et des autres, finalement, il y a une première chose qu'on peut se dire, c'est que on rencontre globalement toutes les mêmes difficultés. Donc ça, c'est déjà un premier constat. Ces difficultés-là, elles ne sont pas propres à votre ado. En réalité, elles sont propres à la période de l'adolescence, qui est une période où l'enfant devient va vers l'âge adulte et rentre dans ce qu'on appelle un processus d'individuation, c'est-à-dire qu'il est en train de devenir une personne à part entière et qu'il va vraiment se détacher de vous et qui veut prendre possession de sa propre personnalité, de ses propres idées. Ils ont un petit peu un moteur de Ferrari, voilà, mais enfin, un corps de Ferrari, mais avec un moteur de 2 chevaux parce que ça ralentit, il y a les hormones, il y a plein de choses qui se passent au niveau physiologique, au niveau du cerveau, au niveau de la constitution de l'ado, qui fait que de toute façon, c'est un grand chamboulement dans la vie de votre ado et que finalement, bah, quand on lit les difficultés, on se rend compte que bah, non, vous n'êtes pas seul et non, c'est pas juste votre ado qui est comme ça, mais bien la période qui se veut être une période qui est difficile. Maintenant, là où on pourrait réfléchir un petit peu, c'est de se dire, OK, alors mon ado va un jour devenir un adulte, il va peut-être quitter la maison et quand le jour où il quittera la maison, finalement, et que parfois il reviendra, en tout cas on espère qu'il revienne nous voir de temps en temps, on peut se demander, mais finalement, quel genre d'adulte j'ai envie que mon enfant, mon ado, soit quand il reviendra me voir? Quels sont les talents, les compétences, les valeurs que j'aurais envie qu'il ait apprises et déployées dans sa vie? Là aussi, je vous invite vraiment à noter dans le chat. Euh, J'en profite pendant que vous notez dans le chat ce que vous aspirez en fait pour votre ado, ce que vous voulez pour lui. Euh, je vois, oui, à 17 ans, on n'est pas très enthousiaste avec nous. Il ne sourit pas, il ne se confie pas. Ouais, voilà. Alors, les valeurs, la famille, hein, comme voilà, et envie de voir un adulte épanoui, l'empathie, le savoir se débrouiller, la confiance en lui. Ce sont des belles choses qu'on veut pour nos ados et finalement, on se rend compte aussi, souvent on va avancer parce que le temps va passer vite et on a plein de choses à voir ensemble. Mais voilà, on veut qu'il soit heureux, on veut qu'il ait des projets, qu'il soit épanoui, qu'il soit responsable, qu'il soit autonome. C'est toutes ces belles choses qu'on souhaite à notre ado. Et ce qu'on leur propose en discipline positive, c'est de se dire, bah, finalement, ce vers quoi je veux emmener mon ado, c'est finalement la destination. C'est un petit peu comme un GPS pour nous, c'est-à-dire je veux emmener mon enfant, alors depuis l'enfant en passant par l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte, je veux emmener mon enfant vers cette personne qu'il va devenir. Et quand on se positionne comme ça, on peut se dire, OK, donc finalement, la période de l'enfance, la période de l'adolescence, c'est une période d'apprentissage où l'on va mettre en œuvre eh bien, tout un tas de
de choses qu'on veut leur transmettre et qui vont lui permettre de développer ses compétences. Sauf que aujourd'hui, dans notre quotidien de parents, les difficultés que l'on rencontre, c'est un petit peu la matière première de ce que l'on a pour pouvoir les amener à développer ces belles valeurs qui vont lui permettre d'être épanoui et de bien se sentir dans ses baskets. Et on parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit oui, le manque de respect, ils nous parlent mal, ils sont pas polis, ils mentent. Eh bien, quand on regarde ces difficultés-là, on peut aussi se dire, bah, finalement, par rapport à cette difficulté, qu'est-ce qui lui manque à mon ado? Qu'est-ce que je veux développer chez lui qu'il n'a pas encore acquis, visiblement, puisqu'il est irrespectueux? Peut-être que justement, mon rôle, ça va être de l'amener à développer le respect de l'autre. Euh, et l'une des principales choses que l'on va pouvoir faire pour pouvoir aider nos enfants à développer ces belles valeurs, en réalité, c'est d'être nous-mêmes modèles de ces compétences, de ces valeurs que l'on veut transmettre. Donc, quand on manque de respect à notre enfant, en fait, si on n'est pas dans un respect mutuel ou qu'on veut être dans une, ça fait partie ce que je vous dis là, ça fait partie des fondements en fait de la discipline positive, c'est que pour que on puisse accompagner nos enfants vers le développement des compétences psychosociales qu'on lui souhaite, en fait, il faut être modèle de ces compétences-là. Donc, si je veux que mon enfant soit respectueux, en fait, je dois lui montrer ce que c'est que le respect. Et peut-être justement le recadrer en lui disant, tu vois, j'aimerais qu'on puisse se parler sans s'insulter, sans hausser le ton, sans que l'on soit l'un contre l'autre, mais plutôt l'un avec l'autre. Et quand je dis l'un avec l'autre, ça m'amène à cette posture parentale que l'on propose en fait en discipline positive, c'est-à-dire que nos enfants ne nous appartiennent pas. Nos enfants ont leur propre vie et le jour où ils quitteront la maison, en fait, on leur souhaite d'être équipés de toutes ces belles valeurs qui vont leur permettre de vivre une vie épanouie et où ils se sentiront bien dans leur basket. Mais pour pouvoir les amener là, il faut leur laisser aussi le champ de l'envol. Il faut leur laisser la possibilité petit à petit d'aller voler de leurs propres ailes. Et nous, en tant que parents, on va pouvoir se positionner avoir une posture finalement de copilote. C'est-à-dire, OK, en fait, tu es le pilote de ta propre vie puisque c'est toi qui vis cette vie-là. Et moi, je suis là pour être à tes côtés et pour t'accompagner dans peut-être les écueils ou peut t'éviter en tout cas les écueils et les difficultés en te disant attention, là peut-être sur ce chemin-là, il y a une route où il y a un virage qui va être un peu serré et difficile à négocier. Donc en tant que copilote, je vais l'avertir des dangers peut-être qu'il va encourir ou des difficultés auxquelles il va s'exposer, mais en le laissant aussi peut-être faire ses expériences et en l'assurant qu'on est là à ses côtés pour pouvoir l'épauler. Et il y a vraiment cette notion-là aussi d'amour inconditionnel qu'on va transmettre à nos enfants, c'est de se dire, ben, dans la relation que l'on tisse avec nos enfants, et j'en parlais dans une conférence il n'y a pas si longtemps que ça, je ne suis pas le pote de mon enfant et parce que je suis son parent, mais je ne suis pas non plus un tyran. Il faut que mon enfant se sente en sécurité à mes côtés, n'ait pas peur. Hein, j'ai vu aussi que vous aviez ce post-là sur Instagram, j'ai peur de mon père, j'ai peur de ma mère. En fait, est-ce que c'est ça qu'on a envie de générer chez nos enfants? Je ne suis pas sûre que chaque parent ait envie que les enfants soient terrorisés à l'idée d'échanger ou de partager ses propres idées, mais plutôt de créer autour de l'ado un cocon où il va se sentir en sécurité et où il va se sentir aussi libre de pouvoir échanger, partager et mener une réflexion qui va lui permettre de mener à son terme ou de l'aider dans ce processus d'individuation. Finalement, euh, on va donner à sa place l'enfant ou on va entre guillemets, l'autoriser à être lui-même à lui proposer finalement de l'accompagner vers cette autonomie
qu'il aura de toute façon un jour ou l'autre, puisque notre rôle de parent, c'est justement de- d'amener nos enfants à devenir autonomes et à quitter un jour le foyer familial. Est-ce que tu penses, Elna, une question que je Alors, me pose l- l- vraiment, ouais, euh, je t'ai pas entendu au début, Lucie, j'ai vu que tu es intervenue, mais est-ce que oui, tu veux reprendre? une question que je me pose vraiment parce que je, je- voilà, c'est une question que je me pose vraiment par rapport à l'accompagnement. Alors moi, j'accompagne pas des familles d'adolescents. Je suis plutôt sur une cible plus petite, mais en tout cas, je me pose cette question. Est-ce que quand on a des petits et qu'on les accompagne dans les émotions, dans leurs besoins, voilà, quelque chose qui est assez récent, qui émerge de plus en plus. Forcément, les familles qui ne font pas ce choix-là, c'est plus facile entre guillemets, de faire taire un plus petit que de faire taire un ado de 15 ans qui va claquer les portes, taper dans les murs, hurler, voir plus de choses. Est-ce que le fait de ne pas avoir laissé des besoins s'exprimer quand ils étaient petits, bah, parce qu'on ne savait pas, parce que voilà, toutes ces éducations positives, bienveillantes, c'est quand même très émergent. Et quand on a un enfant qui a aujourd'hui 15-16 ans, bah, peut-être qu'avant, on ne savait pas faire comme ça. En tout cas, on n'avait pas les ressources en tant que parents. Est-ce que ça fait plus d'écho quand on est adolescent ou à l'inverse, est-ce que le fait d'avoir laissé les enfants s'exprimer quand ils étaient petits va faire des... Enfin, vraiment une grande question que je me pose, est-ce toi par rapport à ton enfant? Ça va. Alors moi, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est de se dire, déjà, c'est jamais trop tard. C'est-à-dire que même si vous découvrez la parentalité positive alors que votre enfant est déjà adolescent, c'est jamais trop tard de dire, bah, de partager aussi. Là aussi, on est modèle de cette compétence-là que de reconnaître ses erreurs et de se dire, bah, finalement, je veux corriger ou réorienter les choses de façon plus alignée avec ce que je veux pour toi, pour moi et pour notre relation. Donc, c'est jamais trop tard de dire à un enfant, bah, peut-être que je me suis trompée, peut-être que dans ton enfance, j'aurais dû considérer les choses un petit peu différemment. Et aujourd'hui, et notamment si la relation elle est difficile avec son ado, c'est vraiment d'avoir ce courage de lui dire, bah, peut-être que je me suis trompée et aujourd'hui la relation qu'on a ne me convient pas. Ça me convient pas et j'ai pas envie qu'on aille vers ça. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à ce dont tu as besoin. Donc peut-être que ces besoins, si on ne les a pas écoutés, si on ne les a pas entendus, peut-être que les reposer à ce moment-là et demander à l'enfant, finalement, dans notre relation, je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas fluides. De quoi est-ce que tu aurais besoin pour que ce soit plus fluide? Et d'ouvrir la conversation à travers ce qu'on appelle vraiment des questions de curiosité. Et amener l'enfant à réfléchir, parce que nos enfants sont pas idiots. Ils savent bien, par exemple, que à partir du moment où on vit, ou alors on va reposer le cadre. Si jamais il dit ouais, mais je voudrais que tu me laisses faire tout ce que je veux, bah oui, mais en fait, c'est juste pas possible parce que si chacun faisait tout ce qu'il veut, on pourrait pas vivre tous sous le même toit. Donc on peut utiliser aussi cette belle phrase qui dit que la liberté des uns, elle s'arrête là où commence celle des autres, et qu'à partir du moment où ça vient déborder sur les besoins des autres ou entamer les besoins des autres, alors tu n'es plus dans ton droit, en fait, à cette écoute et à cette liberté à laquelle tu aspires. Donc, c'est poser les choses, mais vraiment, c'est important de poser ça dans un moment de calme et de dire, bah, tu sais, et partager à la fois nos propres besoins, nos envies, nos craintes sur la qualité de la relation et de dire, bah, tu sais, en vrai, ce qu'on est en train de vivre ensemble et ce qui se passe aujourd'hui dans notre relation, c'est pas quelque chose auquel dont je me satisfais. J'aimerais que ce soit plus fluide, j'aimerais qu'on puisse se parler sans s'insulter, sans se rentrer dedans systématiquement, sans claquer les portes. Je suis prête à faire un effort. Par contre, compte tenu de l'état de notre relation, en fait, moi, je ne peux pas faire ça toute seule ou tout seul si on est un homme. Je vais avoir besoin de ton aide. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse discuter ensemble des choses. J'ai compris, on peut leur dire aussi, j'ai compris un certain nombre de choses. Et j'aimerais qu'on puisse discuter ensemble de la façon dont on pourrait évoluer dans notre relation pour que les choses soient plus apaisées.
Parce que effectivement, pendant l'adolescence, il y a une vraie friction qui peut s'installer et une difficulté dans la relation et l'écoute. Peut-être que si vraiment le dialogue est très compliqué avec notre ado, peut-être qu'il va lever les épaules, dire, mais il va entendre quand même. Et on peut aussi se dire qu'on jette un peu le sujet sur la table, mais sans attendre tout de suite là une réponse. Laisser le temps de la réflexion à son ado, laisser le temps de digérer l'information, et peut-être qu'il va rester silencieux, mais il aura entendu. Comme tu disais, Euh, c'est des choses qu'il faut évoquer quand ça va bien, pas au moment où il y a une crise, justement pour que oui, le cerveau soit capable d'absorber cette information et de la digérer, parce que pour le coup, ils sont toujours, comme les petits, ils sont encore très immatures et au niveau cérébral, donc oui. ils ont besoin d'être dans un moment de sérénité. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle-là du cerveau dans la main de Daniel Siegel. En fait, il nous explique bien, Daniel Siegel, que la maturité du cerveau de l'ado est telle que, ben, comme quand ils sont tout petits, en fait, le cerveau de l'adulte n'est mature qu'autour de 25 ans 30. environ. 25 à 30 ans, il y en a qui disent jusqu'à 30 ans. Donc, la maturité du cerveau fait que en un quart de seconde, ils peuvent passer d'une émotion à une autre. En un quart de seconde, ils peuvent avoir les plombs qui pètent et ça part dans tous les sens. Donc, en fait, il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, dans la relation, et on le voit même, on peut déjà même nous-mêmes nous observer. C'est que quand on part dans la colère, dans des paroles, ben, en fait, on s'arrête plus parce qu'on n'est plus connecté à notre raison, on n'est plus capable de prendre du recul par rapport à une situation et on va commencer à dire des choses parfois qu'on va regretter parce qu'on n'est plus capable au moment de la crise, en pleine colère, en pleine crise. On est dans l'attaque, on est dans la sidération, on est dans la fuite. C'est les réflexes archaïques qui reprennent le dessus et on n'est plus capable de transmettre cet amour inconditionnel dont je parlais tout à l'heure à nos ados. Donc, c'est important de se dire, OK, quand on est dans cette crise-là, de dire stop. En fait, il n'y a rien de bon qui va sortir. Je te propose que tu ailles écouter de la musique, faire quelque chose voilà, dans ta chambre ou faire quelque chose qui te fait du bien. Moi aussi, je vais partir et faire quelque chose qui me fait du bien, qui va me permettre de redescendre en pression. Mais cette situation-là n'est pas acceptable et j'aimerais qu'on puisse en rediscuter. Et dans un moment de calme, hein, on va pouvoir vraiment avoir cette discussion à cœur ouvert qui va amener l'enfant, l'ado, à entendre ce qu'on a à lui dire. Bien sûr, je vous invite à dire ce qui est dans votre cœur de parent et à lui, ah oui, à leur ouvrir votre cœur et dire vraiment ce que vous voulez en tant que parent. C'est important parce que souvent, finalement, autant quand ils sont tout petits, on va leur faire des câlins, on va les prendre dans nos bras. Et puis à l'adolescence, ils ont ce désir d'indépendance. Il y a de moins en moins de contacts physiques. Il y a de moins en moins de paroles aimantes aussi. On est beaucoup dans la logistique. Va faire tes devoirs, va prendre ta douche. Est-ce que tu as eu des notes? J'ai regardé ton bulletin, j'ai regardé Pronote ou autre. Et en fait, les messages d'amour, l'ado ne l'entend plus. Donc, à travers ce discours, à travers cet échange qu'on peut avoir avec eux, ils vont pouvoir se reconnecter à ce message d'amour en disant, mais tu sais, moi, en fait, j'ai pas juste envie d'être sur ton dos et de t'enquiquiner la vie. Si je pose un cadre, c'est parce que je t'aime et que j'ai pas envie que ça devienne n'importe quoi. J'ai pas envie que tu gâches ta vie. Pour moi, ça me semble important qu'il y ait telle et telle chose dans ta vie. Donc, c'est en ce sens que je pose ces limites parce qu'elles me semblent bonnes pour toi. Et c'est parce que je t'aime. Si je t'aimais pas et que je m'en fichais de ce que tu peux devenir,
ben effectivement, tu ferais ce que tu veux, tu ferais ta vie et tu n'aurais pas d'importance pour moi, mais ce n'est pas le cas. Nos enfants ont besoin de sentir qu'ils ont de l'importance, ils ont besoin de sentir que ce qu'ils traversent et ce qu'ils vivent nous importe et qu'on souhaite le meilleur pour eux. Alors, je vois. euh, On a eu un message de Carole qui nous demandait si, pour les parents qui avaient certaines difficultés, voilà, à s'exprimer sur ce sujet, à parler de manière posée et peut-être voilà, à poser tout ça, si passer par l'écrit pouvait être une solution pour dire à son enfant ses inquiétudes, le cadre qui n'est pas respecté, voilà, tout ce Ça peut qu'on a. être, toutes les manières de communiquer peuvent être bonnes et vraiment un des outils. Donc, il y a vraiment, en termes d'outils, il y a à la fois se positionner. Je vous invite vraiment chacun pour vous à faire la liste de ce que vous voulez transmettre et la façon dont vous voulez le transmettre à vos enfants. Donc ça, c'est vraiment de façon à ce que vous l'ayez en tête en disant, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est développer ça et ça et ça chez mon enfant. Et quand, par exemple, je lui dis à mon enfant, je lui dis, mais tu arrêtes de me répondre, tu arrêtes de discuter tout ce que j'ai à te dire, tu fais ce que je te dis, et un point, c'est tout. Finalement, qu'est-ce que je vais développer dans mon attitude parentale là? Je vais développer chez mon enfant peut-être la soumission ou j'ai envie de lui imposer le respect des règles, mais est-ce qu'il va respecter les règles parce qu'il a peur ou peur des représailles qu'il peut avoir s'il ne respecte pas les règles, ou est-ce qu'on souhaite qu'il respecte les règles parce qu'il comprend que c'est ce qu'il y a de meilleur pour lui? Donc, il y a vraiment cette question-là que moi, je vous invite à vous poser systématiquement dans l'action éducative que vous voulez faire. Demandez-vous toujours, ça aussi, ça fait partie des outils de discipline positive, demandez-vous toujours, mais qu'est-ce que je lui enseigne, en fait, lorsque je réagis comme ça avec lui? Qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Quel est le message que je lui transmets? Et je vous invite aussi à vous mettre à sa place, à vous dire, OK, si moi j'étais mon enfant et que mon parent me parlait comme moi, je suis en train de lui parler, est-ce que j'aurais envie de coopérer? Est-ce que j'aurais envie de faire ce que mon parent me demande? Et finalement, prendre un peu la place de son enfant, ça va nous aider peut-être aussi à trouver des moyens d'aller vers plus de coopération. Donc, passer par l'écrit, ça peut être tout à fait une solution par rapport si on ne se sent pas d'exprimer les choses. Ce qui est important, c'est, et en plus, l'écrit, pour le coup, il va pouvoir le relire, parce que quand on est dans une discussion, les paroles s'envolent, elles rentrent dans une oreille et on ne sait pas ce qu'il retient. Il y a, dans la communication, il y a aussi ce que l'enfant reçoit et ce qu'il va interpréter ou ce qu'il va vraiment entendre ou comprendre de notre discussion. Donc, c'est une bonne idée. Si vous ne vous sentez pas de lui dire les choses comme ça en face à face, lui écrire une lettre est une bonne idée. Je vois Constance qui marque aussi. Alors, On va le lire parce que je crois que oui, dans l'enregistrement, on n'a pas l'accès au. oui, très bien. Mon fils est très gentil avec les autres enfants, mais alors avec sa première sœur qui a 2 ans et demi de moins, c'est l'enfer. Il se moque d'elle, tu es moche, tu es bête, tu es nulle. Parfois, plusieurs fois par jour. Il veut toujours avoir le dernier mot. Je n'arrête pas de lui rappeler les limites, rien n'y fait. Et il y a aussi cette même personne qui partage autour des écrans le fait que malgré les limites qui peuvent être imposées, enfin en tout cas mises en place, il met la pression, compare à ses copains, etc. Mm. Ouais, donc il a des mots très très durs par rapport à sa sœur, ce que je lis. Et donc, il y a sans doute il y a une jalousie ou quelque chose qui s'est instauré et les rivalités dans la fratrie sont un vrai défi que rencontre chaque famille où il y a plusieurs enfants. Donc, les rivalités dans la fratrie amènent les enfants à finalement se dire quel rôle j'ai envie de jouer dans la sphère familiale et dans la pièce familiale, hein. Dans la famille, on a des enfants, ils sont tous aussi, ils sont tous très très différents parce qu'en fait, ils
vont s'approprier une façon d'être et un rôle qui va être unique au sein de la famille. Et c'est aussi, je rebondis sur la notion d'étiquette. Si on donne à un enfant l'étiquette du tyran, celui qui tyrannise la petite sœur, celui qui est toujours méchant avec elle, qui lui dit des horreurs, eh bien finalement, il va aussi s'enfermer parce que finalement, c'est le rôle qu'on lui attribue et qu'il va apprendre volontiers parce que finalement, c'est acquis. Il est horrible avec sa sœur et de toute façon, il la déteste. Donc, on va pouvoir travailler avec, avec cet enfant, peut-être en essayant de comprendre qu'est-ce qui l'amène à être si dur avec sa sœur. Est-ce que lui-même est en souffrance? Parce qu'en fait, un enfant qui souffre, c'est un enfant qui est violent ou qui va faire souffrir les autres. En général, c'est un enfant qui souffre lui-même et qui essaye de rendre les choses égales. Donc, peut-être petit à petit, avoir une discussion avec lui en essayant d'une part d'activer l'empathie qu'il peut avoir en lui disant, mais si toi, tu avais un grand frère ou une grande sœur, ou si moi, je te disais ce que tu es en train de dire sans arrêt à ta sœur, est-ce que c'est quelque chose qui te toucherait pas? Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui serait facile à vivre pour toi? Et vous voyez, encore une fois, je suis dans le questionnement. Ça, c'est aussi un autre outil de discipline positive, c'est d'avoir cette question de curiosité et d'amener l'enfant non seulement à se questionner sur ce qu'il veut, ce qu'il ressent, ce vers quoi il veut aller, mais à se questionner sur la façon dont il voudrait que les choses se passent. Et on va pouvoir aussi aller à travers ces questions de curiosité ou ces questions exploratoires, lui donner aussi une part à la fois de responsabilité, mais aussi de liberté. On va lui donner des choix à travers des questions. On parlait de la limite du temps des écrans. Les écrans, c'est un vrai défi que les parents rencontrent. Et ce que l'on constate, et je vous invite vraiment, si vous avez ce problème-là très dur avec les écrans, je vous invite à réunir vos enfants ou avoir une discussion avec votre enfant et lui dire, OK, tu comprends bien que en fait, tu peux pas être toute la journée sur les écrans ou tu peux pas faire toujours des écrans. Alors déjà, dans l'usage il y a déjà le type d'usage des écrans que l'on va faire. C'est différent de regarder la télé, des documentaires ou de regarder des films qui sont pas appropriés ou des vidéos YouTube qui sont pas appropriées ou de jouer avec des jeux dont il n'a pas l'âge ou voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les écrans. Et diaboliser les écrans n'est pas non plus une solution, puisqu'aujourd'hui, dans notre société, les écrans sont bien présents. Ce n'est pas l'écran qui est à diaboliser, mais plutôt l'usage qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas? Et dans la discussion que vous allez pouvoir avoir avec votre ado, c'est lui dire, OK, alors on sait qu'on ne peut pas être toute la journée devant un écran. Maintenant, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est raisonnable. Et finalement, avoir cette discussion avec l'ado on se met d'accord sur un temps qui est raisonnable et non pas quelque chose de très vertical où c'est le parent qui va dire, écoute, les écrans, c'est de telle heure à telle heure et c'est pas une minute de plus. En fait, quand on rentre dans cette imposition de la limite, on se heurte forcément à une opposition en fait de la part de l'ado. Donc, réfléchir ensemble à qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui n'est pas raisonnable, se mettre d'accord sur quelque chose qui convient dans cette discussion de calme, et bien, ça va permettre à l'ado aussi d'être plus enclin à respecter l'engagement lorsqu'on a trouvé un terrain d'entente ensemble. Donc, il y a le temps d'écran, mais il y a aussi à quel moment on va pouvoir euh, euh, laisser ou autoriser l'accès aux écrans. Et puis, on va justement poser ce cadre-là de façon commune. Et là, par contre, ce qui est important pour le parent, c'est d'être bien là pour s'assurer que le cadre va être respecté. Parce qu'à partir du moment où le cadre est dépassé, le parent doit pouvoir être là pour faire un rappel à la limite, en fait. Et simplement lui dire, regarde, on avait dit 2 heures, par exemple, on avait dit 2 heures, et les 2 heures sont écoulées.
Et en fait, et s'arrêter là, en fait. Et donc, tu dis s'arrêter là, ça veut dire que s'il continue, on laisse continuer sur l'écran, donc il est sorti du cadre, ou est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que, pour toi, quelle est la bonne pratique, même si c'est La jamais bonne, du la conseil? bonne pratique, ça serait de lui dire, de lui rappeler, en fait, déjà de lui rappeler son engagement et en fait, déjà voir comment il réagit quand on vient. Il faut être là, il faut être présent et être très factuel en lui disant, ben voilà, ça fait 2 heures. Enfin, je dis, il faut être très précis aussi dans l'accord que vous passez avec votre ado. Il va falloir être très précis. C'est 2 heures. Au bout de 2 heures, il faut être là et lui dire, ben voilà, ça fait 2 heures. Et là, l'ado, il sait très bien de quoi on parle quand on vient et qu'on lui dit, ça fait 2 heures. Et s'il ne réagit pas, on peut répéter, ça fait 2 heures. Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, il y a de grandes chances qu'à ce moment-là, peut-être il va se lever, il va éteindre l'écran ou il va donner sa manette ou truc en râlant. Eh bien, là, on va simplement le remercier en lui disant bah, merci de respecter ton engagement. Et si jamais il nous envoie bouler, eh ben, on peut lui dire écoute, c'est simple, on avait passé un accord ensemble, on s'était dit, on a discuté de ce qui était raisonnable. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que tu respectes cet accord. Donc, soit tu éteins tout de suite, soit c'est moi qui éteins. Et en fait, on va rentrer dans une relation qui ne va pas te convenir ni à toi ni à moi. Mais c'est important de rester calme, clair et concis. En fait, et pas tomber dans le jugement et la critique. Ah bah tu vois, on avait discuté, je peux pas te faire confiance. Parce qu'en fait, là, ça va lui donner en fait des arguments pour pouvoir rebondir sur ce que l'on dit et rentrer peut-être dans une nouvelle négociation. Or, à ce moment-là, c'est plus du tout le temps de la négociation. On peut lui dire, bah, ok, ça te convient pas, ou peut-être que ce qu'on a décidé, ça ne te convient pas. On en rediscutera, mais maintenant, c'est le temps d'arrêter l'écran, c'est le temps de stopper. Donc, leur enlever le téléphone ou éteindre la télé ou euh, en tout cas, rappeler la règle parce qu'il s'était engagé en fait. Et l'ado sait que quand on vient et qu'on fait respecter, il sait qu'il avait donné son accord. Donc en fait, on le met face à ses responsabilités et on le considère aussi comme quelqu'un qui peut être responsable puisqu'il va mettre à exécution ce qu'il avait, ce qu'il avait décidé de faire et ce qu'on avait décidé ensemble de poser. Super. Juste parce qu'il y a pas mal de questions, on parle des écrans et d'empathie, etc. Pour préciser que suite à cette masterclass, parce qu'on va essayer de respecter le timing pour pas que ce soit trop long pour ceux qui sont pas là et qui verront le replay, suite à cette masterclass que l'on organise ce soir, vous aurez accès, vous recevrez le lien vers l'atelier qu'on a enregistré avec Edna. Donc, c'est 4 chapitres, 14 vidéos. Il y a un peu moins d'une heure, enfin à peu près 1 heure et demie de contenu. Et dans ces 14 vidéos, vous avez tout ce qu'elle nous explique, la Edna, ce soir, vraiment de manière hyper détaillée. Et on rentre Détaillé. vraiment beaucoup plus de détails, de concret, de comment j'applique ça, parce que ça peut paraître facile à dire et compliqué à faire. Alors, on ne vous cache pas que de toute façon, être parent, c'est pas simple, hein, donc rien n'est simple. Et je pense aussi que quand on décide ça, c'est ma conviction. Je ne sais pas, Anna, je te laisserai nous donner ton avis, mais quand on décide de changer un peu d'angle dans la relation, de recréer du lien, d'éviter de jouer au flic, comme certains disaient, parce qu'on disait Mm. oui, c'est pénible de jouer au flic, et j'ai un ado à la maison, et moi aussi, j'en ai marre parfois. Mais quand on décide justement de changer de prendre un peu un contre-pied, c'est un peu comme quand on prend une habitude, nous, en tant qu'adultes, bah, au début, c'est un peu compliqué. Et je pense que les choses faisant, on avance et c'est, je pense, de plus en plus simple à mettre en place, même si il y a toujours des moments où on régresse, où c'est un peu plus compliqué parce que nous-mêmes, on est un peu plus fatigués, etc. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des moments compliqués, mais que je pense sincèrement qu'en prenant de bonnes habitudes, les choses vont germer comme il faut auprès de nos ados et puis même en nous, parce que c'est une autre posture et un autre regard.
Moi, je prends souvent l'exemple de dire que finalement, mettre en place une parentalité positive, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. On va apprendre des réflexes, on va avoir des réflexes éducatifs et surtout rentrer pleinement dans cette démarche-là en s'appropriant les outils. Donc là, je vous en ai parlé, je rentre vraiment dans le détail avec les 4 étapes, les 4 astuces, les 4 pièges à éviter sur comment passer un accord avec son ado, comment faire en sorte qu'il le respecte, comment moi, quelle est la posture moi parentale que je dois avoir pour que cet accord soit respecté, mais pas dans la douleur, que ce soit juste simplement que juste, on lui exprime qu'on a confiance en lui, qu'on le considère comme quelqu'un qui peut être responsable. Et du coup, il y a cette notion de respect mutuel qui va être qui est très porteuse dans la relation. Ça ne veut pas dire que ça va se faire tout seul, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de couac, parce que ça ne se passe pas comme ça. Et même moi qui suis formatrice, je rencontre des points durs avec mes enfants, mais la différence entre ce que j'ai pu vivre avant et ce que je vis aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je sais quoi dire et quoi faire quand je me trouve en face d'une situation. Et à chaque situation, il n'existe pas une solution. En réalité, il existe plein de solutions, plein de façons d'aborder ce problème-là. Donc, on va pouvoir passer un accord, on va pouvoir en discuter sur un temps d'échange en famille, on va pouvoir mettre en place des routines, on va pouvoir euh, évaluer vraiment, donner des choix aussi à nos ados, leur donner des choix. Ça va être une façon de leur donner un espace de liberté, mais dans le cadre. Donc ça, c'est important aussi. Parce que l'enfant, tout comme la plante pour grandir a besoin du tuteur voilà, et de cadre, le cadre, il est nécessaire pour l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas essayer de le chahuter, qu'il va essayer de le bousculer, voir s'il est bien costaud, ce cadre-là. Et c'est important de rester ferme, cette fameuse fermeté du cadre, parce que il va savoir aussi qu'il peut s'appuyer sur ce cadre-là pour continuer à grandir et que le cadre il tient bon. Donc il y a aussi ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel, c'est qu'à partir du moment, je vous disais tout à l'heure, il va peut-être essayer de renégocier. Oh, encore 5 minutes, maman, s'il te plaît. Non, la règle qu'on a définie ensemble, il ne faut pas qu'on recommence à tergiverser ou à négocier ou à déroger à la règle. Parce qu'en fait, encore une fois, quel est le message qu'on envoie à notre ado ou à notre enfant si on déroge à la règle qu'on a fixée ensemble? Ben, on est en train de lui dire, oui, on pose des règles, mais en fait, on fait ce qu'on veut derrière. Mais non, en fait, c'est pas ça. Donc peut-être que le fait de respecter la règle, on va devoir être la garant du cadre une fois, 2 fois, 3 fois. Mais quand l'enfant, il sait que la règle, c'est la règle et qu'en fait, ben, ouais, tu as commencé, par exemple sur la télévision, tu as commencé une série, tu savais que de toute façon, cet épisode, tu ne pourrais pas le voir jusqu'à la fin parce que le temps serait écoulé. Donc, soit tu prends la responsabilité de commencer l'épisode et de ne pas voir la fin, soit tu décides de t'arrêter avant et de faire autre chose de façon à pas te sentir frustré d'arrêter l'épisode en cours, par exemple, ou une partie de jeu, ou etc. Mais bien rappeler le cadre et de dire, ben, on s'était mis, qu'est-ce qu'on avait dit? Simplement cette phrase-là, qu'est-ce qu'on avait dit? Sans rien dire d'autre, c'est ultra puissant. Oui. C'est Par exemple, ultra même puissant. quand tu l'as dit, là, je trouve que même moi, je me dis qu'est-ce qu'on avait dit et je me dis, si quelqu'un me dit ça, c'est de ah, ouais, ouais, on avait dit que je faisais ça. Ouais, je suis un peu coincée là, je peux pas, je vais pas pouvoir. Non, je peux pas ça. non, on peut pas. On peut pas. Et il y a vraiment aussi l'intention du parent à partir du moment où l'intention, elle est bonne de la part du parent et non pas, si l'intention, elle est d'exercer son pouvoir et d'écraser l'enfant, il va le sentir et il va rentrer en opposition. Sauf que si notre posture parentale, elle est de dire, mais
Tu vois, on a discuté et on n'a pas besoin de parler. Des fois, simplement notre langage non verbal, il va être suffisant à dire, en fait, je suis là, garant du cadre, et je suis là en étant dans cette bienveillance de peut-être j'accueille tes émotions. Ok, tu aimerais pouvoir continuer à voir la fin de ton épisode ou tu aimerais finir cette partie et le temps imparti est terminé. Mm. Et est-ce qu'un des prérequis pour être aligné quand justement on pose ce cadre, qu'on revient vers notre ado qui a peut-être digresser la règle. Carole nous disait les ados qui peuvent se relever la nuit pour aller consommer les écrans, etc. Est-ce que un des prérequis, c'est pas aussi d'avoir aussi une maîtrise, j'aime pas ce mot, mais là j'en ai pas d'autres en live, de nos propres émotions pour justement pas sortir le dragon qui est en nous et se mettre à hurler parce que bah, parfois c'est quand même instinctif. Nous aussi, on peut être primaire, même si bon, ça arrive à tout le monde. Mais est-ce que c'est pas aussi d'avoir un peu une connaissance de soi en tant que parent, tu vois, pour... Alors, il est clair que quand on rentre dans, et je n'ai pas rebondi sur ce que tu disais tout à l'heure, mais il est clair que quand on rentre dans ce type de parentalité, on va aussi travailler sur soi. Une fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit en conférence, qui m'a dit, ah, mais en fait, on vient vous voir pour nos enfants qui causent des problèmes, mais en réalité, on est en train de travailler, on va travailler sur nous. Bah oui, vous avez tout à fait compris, parce que effectivement, à partir du moment où l'enfant a une réponse parentale à laquelle il est habitué, si cette réponse parentale, elle change, inévitablement, en fait, son comportement va évoluer. On est un peu l'enfant, on matérialise l'enfant par une balle et que le parent est un mur, la balle, si elle rebondit, que le mur ne change pas, elle va rebondir toujours de la même façon. Par contre, si on change l'inclinaison du mur, si on change le matériau du mur, si on le capitonne, bah, la balle, elle va pas avoir le même rebond. Et ben, en fait, rappelez-vous de ça. Finalement, l'évolution du comportement de votre enfant va se faire de façon naturelle avec l'évolution de votre propre comportement. Et c'est ça qui est magique parce que dès que, moi je le vois avec les parents que j'accompagne en atelier ou individuellement, à partir du moment où la posture parentale, même dans son esprit ou dans sa façon de voir les choses évolue, finalement l'enfant le ressent et tout de suite on a des résultats d'évolution de la relation. Et encore une fois, on peut vous donner tout un tas d'outils, mais il n'y a pas de baguette magique. Il y a des outils qui sont très concrets, mais la différence, j'anticipe peut-être, mais il y en a qui vont dire, mais oui, mais ces outils, finalement, c'est un peu comme des recettes, et finalement, on peut tomber dans la manipulation de notre enfant, parce que si on lui dit ça et qu'on répond ça et qu'il dit ça, et ben, on va pouvoir répondre ça. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une notion de manipulation? La différence entre la manipulation et l'éducation, c'est l'intention qu'on a derrière. Si mon intention, elle est d'écraser mon enfant, de lui montrer qui est le plus fort, de l'humilier, en fait, on pourra utiliser tous les outils du monde, même les meilleurs, en fait, et on n'est pas dans une bonne intention et l'enfant le ressent. Alors que si on laisse parler, encore une fois, cet amour inconditionnel, cette intention qui est bonne de l'accompagner et de lui permettre petit à petit de s'envoler et de quitter le nid en étant le plus confiant en l'avenir possible, alors les choses vont se passer mieux. Sur les parents que j'accompagne, j'ai tendance à dire que nos enfants sont des super détecteurs de nos boutons rouges qu'on n'a pas vraiment bien soignés. Alors, je ne sais plus si j'ai lu cette phrase ou si je l'ai inventée. Je ne m'accorde pas ce crédit, mais en tout cas, je trouve que vraiment, ils sont là pour nous montrer là où on a un peu de taf à faire. Mais je trouve ça bien je trouve ça bien d'avancer comme ça avec eux et aussi, comme tu disais en introduction, de se dire et de se mettre à leur hauteur et dire que bah, nous aussi, on n'est pas toujours parfait, que nous aussi, on fait des trucs pas cool et que voilà, on va avancer ensemble en fait.
Ah, c'est sûr que nos enfants, ils nous font grandir, hein, ils nous font grandir et la connaissance de soi, justement. Tu parlais de laisser exploser le dragon. C'est marrant que tu prennes cette expression-là parce que moi, des fois, il y a aussi, ça m'est arrivé de leur dire, mais alors là, vous voyez, en fait, j'ai passé une journée affreuse et très difficile. J'ai juste envie que ça se passe bien ce soir parce que ça va pas le faire. Et déjà les prévenir et d'activer un peu ce truc-là. Et quand ça dérape ou quand on sent que on est en train de glisser, on peut leur faire un rappel en leur disant attention, qu'est-ce que je vous ai dit là? Vous voyez bien, je suis fatiguée, je vais pas supporter ni vos cris, ni vos insultes, ni vos voilà le fait que vous chamaillez entre vous quand on a des enfants qui se disputent sans arrêt. Donc, soit on arrête tout de suite, je vous préviens là, soit on arrête tout de suite, soit on va couper court à tout ça, et puis ça sera, je ne sais pas, on peut leur dire, chacun va dans sa chambre, puisque vous n'êtes pas capable de vous entendre et capable de vous supporter. Voilà, on trouve une solution qui est plus radicale, mais moi, je ne suis pas prête à supporter ça. Voilà. Il y a Oui. Carole qui me demande si tu as des lectures à conseiller bah, pour être voilà, dans cette moment, sachant qu'il y a quand même l'atelier à regarder hein, avant de vous plonger dans un livre. On Oui. va vous partager, vu que vous êtes là avec nous et que vous nous soutenez, on va vous partager ce soir le lien pour accéder directement à l'atelier si jamais il y en a qui ne sont pas encore fatigués et qui ont envie de regarder tout ça maintenant. Donc, je vais vous le partager avant la fin de la conférence. Mais si tu as des lectures, Bien, les lectures, c'est bien sûr, puisque je vous en parle depuis le début, c'est la discipline positive. Il faut savoir qu'il existe, il y a le livre de référence, la discipline positive, mais il y a aussi le livre, la discipline positive pour les ados. Donc, avec notamment des chapitres complémentaires sur les comportements à risque. Et donc, la discipline positive pour les ados, c'est un livre, donc un des livres de référence de Jen Nelson qui a été traduit et adapté par Béatrice Sabaté, dont je parlais au début de la conférence, qui va vous donner à la fois des outils concrets et tous les fondements de la démarche de discipline positive qui va vous permettre d'aller sur ce chemin-là de la parentalité positive avec la discipline positive. Il y a un autre livre que je peux vous conseiller, c'est celui. Alors, je peux vous montrer à quoi il ressemble. Je vais, hop, les prendre. Donc, la discipline positive pour les parents d'ados, il y a la version, alors attendez, hop, la version brochée qui est là, la version poche qui existe. Alors, la couverture a évolué maintenant. Donc, ça, c'est les livres de la discipline positive. Et puis, vous avez un autre livre que je peux vous conseiller, qui est un livre qui s'appelle Le petit décodeur illustré de l'ado en crise. C'est un livre qui a été écrit par une autre formatrice de discipline positive qui est psychologue clinicienne et qui a travaillé avec une illustratrice. Donc, c'est beaucoup plus digeste. Alors, est-ce qu'on va le voir? Il y a plein de dessins, et des schémas qui vont vous permettre voilà, c'est peut-être plus digeste qu'un livre comme celui-ci qui est entièrement. Là, il est illustré, il y a plein de cas concrets sur les difficultés qu'on rencontre avec nos ados et finalement les processus de réflexion, de résolution des problèmes qu'on peut rencontrer. Donc ça, c'est vraiment des ouvrages qui sont des valeurs sûres et avec lesquelles vous aurez déjà aussi un certain nombre de, de- ouais, d'outils et de réponses aux questions que vous vous posez. Et moi, ce que je vous invite à faire quand vous regarderez l'atelier et quand vous lirez le livre, si vous décidez de l'acheter, c'est de ne pas vouloir tout mettre en place, euh, tout en même temps.
C'est de se dire, OK, là, il y a un truc qui me parle, il y a quelque chose que j'ai envie d'essayer. Et donc, essayer un pas après l'autre, essayer de mettre un outil en place et de voir ce que ça donne. Et puis, la semaine d'après, peut-être, vous allez essayer un autre outil et voir ce que ça donne. Et petit à petit, vous allez rentrer dans cette démarche-là et vous allez voir aussi comment les outils se parlent entre eux, se complètent les uns avec les autres. Et quand on est équipé de toute la boîte à outils, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est formidable, c'est qu'à un problème, on a plusieurs solutions. Donc, vous allez pouvoir piocher en fonction non seulement de votre enfant, mais de votre propre sensibilité. Qu'est-ce qui vous semble OK ou qu'est-ce qui n'est pas OK, en fait? Et faites-vous confiance sur ce qui vous semble juste, parce que si vous allez vers quelque chose, parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire comme ci ou comme ça, et qu'en fait vous n'êtes pas tout à fait aligné avec ça, en fait ça ne va pas marcher, parce que de la même façon qu'ils savent appuyer sur le bouton qui va bien pour nous pour aller nous chercher, ils sauront aussi nous montrer qu'on n'est pas cohérent par rapport à ce qu'on leur demande ou ce que l'on fait, si on n'est pas en accord avec ce que l'on pose. Super. Merci. J'ai partagé dans la conversation pour ceux qui ont envie de se plonger dans la lecture les 2 ouvrages dont tu nous as parlé. Je vais reprendre la main sur... je vais vous repartager le slide. Sauf s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et l'idée, c'est qu'on parle... donc, sauf s'il y a des questions, n'hésitez pas, on est encore là pour y répondre. De ton actualité aussi, parce qu'il y a Oui. plein de choses qui vont se passer de ton côté et qui pourront servir les parents. Donc, je te laisse sur... Oui, tout à fait. En fait, donc je vous parlais de Béatrice Abaté, avec qui j'ai eu l'immense plaisir et l'honneur de travailler pour créer les ateliers officiels de discipline positive en ligne. Donc, c'est des ateliers qui ont été validés par Jen Nelson, hein, qui est la créatrice de la discipline positive. La discipline positive aussi, c'est intéressant de se dire que au-delà, c'est une approche qui fonctionne au-delà des cultures et ouais, au-delà de la culture, parce qu'on vient s'appuyer sur les valeurs de l'être humain, ce qui fait que c'est une approche qui aujourd'hui est diffusée dans près de 80 pays dans le monde. Les livres de la discipline positive ont été traduits en 26 langues. Donc, c'est vraiment une approche qui a fait ses preuves auprès de différentes cultures. Donc, la discipline positive, on vient de créer le nouveau site. On avait lancé ces ateliers officiels il y a 2 ans maintenant, et il y a le nouveau site qui vient d'être publié, donc www.atelierdpenligne.com avec un S, donc atelier au pluriel. J'ai mon blog, et c'est pour ça que vous voyez La Famille Positive. En fait, c'est un blog que j'ai créé où je partage des trucs, des astuces qui vont pouvoir aider les parents qui cherchent des ressources. Et puis, j'organise le sommet de la discipline positive qui aura lieu du 23 au 30 janvier 2023. Et cet atelier, ce sommet-là, il va permettre à chacun de pouvoir accéder gratuitement à tout un tas de conférences qui seront données par moi-même et par des membres de l'association Discipline Positive France. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour ce sommet, et j'aurai le plaisir de vous retrouver aussi sur ce sommet, parce que mon objectif quand je suis devenue formatrice de discipline positive, c'était vraiment de partager au plus grand nombre cette approche qui a changé ma vie et qui a changé la vie de millions d'autres personnes à travers le monde. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très puissant, et je vous invite à essayer un outil après l'autre et de rentrer dans cette démarche-là qui apporte vraiment beaucoup de bien-être à la famille et à ses membres, en fait. Merci Edna. Donc, comme je disais, dès demain et puis même ce soir, pour ceux qui sont là, je vais partager l'accès aux 4 chapitres et donc aux 14 vidéos. Alors, comme Edna vous le disait, l'idée n'est pas de manger tout l'atelier d'un coup, mais plutôt d'y aller pas à pas. Et on sait qu'une habitude met du temps à être intégrée à notre quotidien. Donc, d'utiliser un outil, de le tester, d'en parler avec son ado et d'avancer pas à pas pour justement que ce soit vraiment bien intégré dans votre quotidien pour changer votre vie.
Donc, vous allez recevoir ça par mail dès demain avec le replay de cette masterclass pour tous ceux qui n'auront pas été présents. Et comme je vous disais au début, on a vraiment besoin de vous. Donc déjà, merci d'être présents. Et puis tous ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, à liker, à commenter, à partager les actus qu'on peut transmettre à des familles que vous connaissez qui ont des ados. En parler autour de vous, puisque si on a réussi à vous apporter ne serait-ce qu'un ou deux outils, bah, pourquoi pas d'autres personnes. Et puis à contribuer à hauteur de vos moyens, librement et en conscience, une fois que vous aurez regardé l'atelier et que vous aurez utilisé certains outils. Je ne sais pas, Elna, si tu veux rajouter quelque chose. Non, moi je suis ravie. Voilà, merci à vous d'avoir organisé cette masterclass qui permet à chacun peut-être d'expérimenter un petit peu ce que je peux apporter dans l'atelier. Et voilà. Et moi, j'aimerais que, avant qu'on se quitte, si vous avez envie de partager avec nous dans le chat, finalement, avec quoi vous repartez ce soir, ça nous donne aussi voilà, une indication de ce que vous retenez ou ce que vous auriez peut-être envie d'essayer dès demain. Moi, c'est vrai que je me dis qu'il y a l'espoir que c'est possible, en fait, que les relations parents-enfants soient apaisées, soient sereines. Ça ne veut pas dire que tout est plat et qu'il n'y a jamais d'émotions débordantes, parce que je pense que c'est aussi la vie. Mais en tout cas, qu'il y a du respect, de la bienveillance et que c'est quand même ce qui nous guide dans notre quotidien. Donc, je pense que toutes ces choses qu'on met en place dans Parents pour demain et ailleurs font qu'on avance vers cette nouvelle société et en tout cas, j'ai l'intime conviction que c'est comme ça que le monde changera. Donc, le monde sur tous les plans. Donc, voilà. Oui, un Oui, pas après l'autre et on plante des graines en fait, hein. Quand on est parent comme ça, on va planter des graines et puis c'est au quotidien qu'on les arrose et qui vont devenir de belles plantes. Donc, donc voilà, je vous ai partagé le lien. Vous avez donc accès directement à tout le contenu qu'on a créé, enfin, qu'on a créé et que nous, on a enregistré. Et vous recevrez le mail quand même demain avec cet accès si là vous allez vous coucher et que vous êtes bien trop fatigué pour regarder ça. En tout cas, un grand merci à Edna Guccia pour cette soirée. Merci à tous d'avoir été présents. Et je vais aussi vous envoyer là tout de suite un petit lien. Je vous invite à cliquer dessus pour nous donner votre avis. Donc, vu que souvent on oublie de faire ça et que c'est jamais le bon moment, je vous invite à cliquer dessus tout de suite. Et comme ça vous l'aurez fait et ce sera réglé parce que ça évite la procrastination. Donc, merci de cliquer sur le petit lien Google, de nous donner votre avis et, euh, et on le mettra de toute façon en description dans la barre d'infos pour les gens qui la regarderont sur YouTube. mm. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Edna. Merci, merci à vous et puis excellente soirée. Merci eh ben, à Parents pour demain pour tout ce que vous faites parce que c'est aussi grâce à des personnes comme vous qu'on peut apporter des réponses et aider d'autres parents. Et merci à vous tous qui étaient avec nous ce soir et à ceux qui regarderont en replay. Voilà, je suis aussi preneuse de, de vos commentaires, de vos questions et voilà, si on peut y répondre, continuer d'y répondre, ça sera avec grande joie. Super. Merci beaucoup Edna. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.